Sur le plan individuel, le dévouement s'exprime par des attitudes profondément humanistes et tournées vers le bien-être d'autrui. Le dévouement se manifeste aussi dans des gestes bienveillants que des personnes posent quotidiennement autour d'elles et ce, sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Nous sommes des êtres profondément interdépendants, profondément liés les uns aux autres. Puis lorsqu'on essaie de voir ce qui contribue le plus à l'épanouissement des individus, en général, ça va de pair avec ce qui contribue à l'épanouissement de leur milieu, de leur écosystème. Il y a même des données qui révèlent que prendre soin des autres, prendre soin de sa communauté, va avoir une incidence positive sur la santé mentale, la santé physique. Il y a même des données qui montrent que c'est meilleur pour la santé cardiaque. Alors, quelle belle image que de se dire, littéralement, le cœur physique se porte mieux quand je suis mon cœur. Taking care of others is an essential leadership practice. When we practice with an ethic of care in our relationships, we're attentive to the social, emotional intelligence that's in the field in those relationships. And when we're paying attention in that way, we're really empowering each other. So there's a tremendous value in caring and paying attention to one another in a caring way. Le dévouement, c'est quelque chose en effet de complexe, mais aussi d'assez simple. C'est ce que j'appelle, moi, le souci de l'autre. C'est de savoir que notre action, elle n'est pas posée dans un monde isolé. C'est qu'il y a des gens autour de nous, en haut de nous, au-dessous de nous aussi. Et il faut donc réfléchir aux conséquences de ces actions. Je trouve que très souvent, à la fois les individus et les entreprises ne réfléchissent pas aux conséquences et n'ont pas cette idée du souci de l'autre, en effet, de savoir qu'on a un impact sur les gens. Et quand on se soucie des autres, non seulement c'est, je dirais, un devoir humain, un devoir éthique aussi, mais ça nous permet d'embarquer les gens dans notre projet. J'aime bien dire, moi, que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et donc, quand on se soucie des gens, on a plus de chances, en effet, qu'ils embarquent avec nous dans les projets qu'on veut conduire, que ce soit dans la vie privée ou que ce soit dans le monde du travail. Il est important de prendre soin des gens qui nous entourent au travail pour contribuer à la mise en place d'un climat de confiance, pour faire en sorte de créer un cercle positif, vertueux. On entend qu'on peut créer un soutien social entre les pairs. Et le soutien social, on sait que c'est un facteur important de protection pour la santé des individus. Le fait de se soutenir et d'avoir un bon climat de travail va faire en sorte de favoriser notamment l'engagement, la motivation au travail et la santé et également la performance au travail. De plus en plus de travaux qui abordent le dévouement, la bienveillance et l'empathie s'inspirent d'une éthique de la sollicitude, aussi appelée éthique du care. Les professeurs Alan Gunnlaugson et Marie-France Lebouc nous présentent cette forme d'éthique qui est particulièrement adaptée au management responsable. This notion of an ethic of care is actually making a comeback in leadership, and I would point out that it's about time. We've been having a long overdue kind of history of not having sufficient care in the workplace. And so bringing an ethic of care ensures that all of our interpersonal connections are being supported to be empowered. L'éthique du care décrit la manière dont certaines personnes vont prendre des décisions. On avait pour habitude de penser que les décisions se prenaient en général en respectant des principes abstraits, des principes moraux abstraits, des valeurs, en appliquant des valeurs à des situations. Les théoriciennes de l'éthique du care ont montré que certaines personnes travaillent d'une façon différente en contextualisant leur prise de décision et en regardant le réseau de relations qui lie tous les protagonistes d'une situation. L'idée est de préserver le mieux possible la qualité, la teneur de ces relations entre les individus. En préservant la relation, on prend soin de l'autre, d'où le nom de éthique du care. Aujourd'hui, c'est une façon de penser la prise de décision qui peut nous aider
à comprendre comment on peut non pas être obligé de se focaliser sur les normes propres à une situation ou les devoirs qui s'imposent à nous, mais on peut également focaliser notre attention sur les relations, les personnes qui ont besoin d'être protégées, qui ont besoin de notre attention et de notre soin dans cette relation-là. Ce que l'on considère aujourd'hui, c'est que c'est une manière d'approcher la prise de décision qui est valable moralement et qu'il n'y a pas seulement la prise de décision basée sur des principes abstraits qui doit s'imposer comme manière la plus morale de procéder. One of the most powerful ways we can care for each other is through the practice of empathic listening. With empathic listening, we make contact with each other and we're actually invested in one another and listening and hearing what we have to say and the different levels that we're saying that from. So it's an investment in human relationship to listen with empathy. Empathy is a bridging way of connecting us to others and to humanizing the space that we engage in. Empathy provides the common ground. We already have the common ground there, but empathy amplifies it. It makes it more tangible, and in doing this, it helps amplify the caring that's naturally current in the space. And so leaders can, just by simply switching channels on their listening to doing more empathic listening, we start to get more invested in each other. And the act of doing this pulls us out of ourselves. And this is an act of authentic leadership and care. La psychologie humaniste, influencée par les travaux d'Abraham Maslow et surtout de Carl Rogers, a mis en évidence l'importance fondamentale de plusieurs attitudes dans un contexte de management responsable. Par exemple, la considération positive inconditionnelle, l'écoute active et la compréhension empathique. L'empathie, c'est cette capacité qu'ont les individus à comprendre les sentiments de l'autre sans pour autant se laisser submerger par les émotions de l'autre. Par rapport à la sympathie, c'est lorsqu'on comprend les émotions de l'autre, mais on se laisse envahir. Donc, on est moins en mesure d'adopter un rôle d'aidant. Pour être empathique, il faut tout d'abord faire preuve d'écoute active. Et l'écoute active, c'est pas si simple que ça. C'est notamment d'être attentif au langage verbal, au langage non verbal et au contexte de la communication. Écouter, c'est également porter attention au message qui a été dit, le comprendre et y réagir. C'est important d'être empathique à l'égard des autres parce que l'empathie est à la base de la bonne communication et des bonnes relations interpersonnelles. Le fait d'être en mesure de bien comprendre les autres, ce qu'ils ressentent, leurs enjeux, fait en sorte qu'on est en mesure de mieux collaborer, de mieux négocier avec eux et de travailler en équipe, de gérer les conflits également. Le dévouement, c'est une valeur, donc une manière d'être, une manière d'agir. On dit d'une personne qu'elle est dévouée lorsqu'elle est pleinement engagée à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. On peut parler d'un gestionnaire ou d'un employé dévoué lorsqu'il est pleinement engagé dans son rôle de gestion ou dans son rôle de travailleur, mais également qui se montre proactif, notamment dans sa contribution à l'établissement, puis au développement et au maintien d'un bon climat de travail. Alors, des gestes de dévouement dans les organisations peuvent consister à veiller sur le bien-être puis le développement de nos collaborateurs en parallèle avec l'atteinte des résultats. Une des façons dont on peut faire ça, notamment, donc dans un contexte de transition massive, c'est d'amener nos collaborateurs à s'apaiser dans l'adversité. Donc, on connaît beaucoup de changements, des changements accélérés, on fait face à beaucoup de complexité et on peut, à un moment donné, tomber dans la peur, dans la colère, l'attachement aux résultats. Alors, d'aider nos collaborateurs à s'apaiser, à trouver une zone de calme en soi, va leur permettre de redevenir plus ouverts, plus curieux, plus confiants aussi par rapport aux possibilités autour d'eux. En entreprise, le dévouement se manifeste notamment à travers des comportements de citoyenneté organisationnelle. Le professeur Pascal Paillé est l'un des spécialistes en la matière. Un comportement de citoyenneté organisationnelle, c'est un comportement qui se déploie sur une base volontaire au-delà des exigences requises dans le travail. Il y a plusieurs types de comportements organisationnels. Il y en a 3 connus principalement, qui se regroupent
envers ce qu'on fait pour les individus et envers ce qu'on fait pour l'organisation. Pour les individus, principalement, c'est l'entraide. Donc l'entraide, c'est assez simple, hein, tout le monde le comprend, mais quand on regarde un petit peu plus ce qui se passe, à chaque fois qu'on va aider un collègue à se sortir d'une situation difficile, on va entrer dans une logique d'entraide. Pour l'organisation, c'est un peu plus complexe. On va parler de civisme ou on va parler de sportivité. Le civisme, ça va être lorsque une personne va se préoccuper de l'aspect politique de l'organisation, qu'elle va l'aider à mieux se positionner sur son environnement, on va dire. Et la sportivité, c'est accepter les tolérances qui sont associées au travail et aux difficultés du travail. Donc pour chacun de ces trois comportements, on peut avoir une entraide faible ou élevée, ou une sportivité faible ou élevée, ou un civisme faible ou élevé. Ces comportements sont additifs d'une certaine manière, hein, puisque une personne peut s'engager dans l'entraide à un niveau faible ou à un niveau élevé. Elle peut également s'engager dans le civisme et la sportivité à un niveau faible et à un niveau élevé. La difficulté pour l'organisation, c'est lorsque les personnes s'engagent à un niveau faible sur les trois comportements, auquel cas il n'y a pas de compensation possible. Donc ça pose un problème majeur pour l'organisation. L'avantage, enfin du moins ce qu'on recherche le plus, c'est d'avoir un niveau élevé pour les trois comportements, mais c'est rarement le cas. Donc on est plutôt dans une logique de compensation, et en sachant que ce qu'on retrouve le plus, c'est l'engagement dans l'entraide envers ses collègues. La grande question, c'est de savoir comment on peut inciter les individus à s'engager dans des comportements de citoyenneté organisationnelle. Il n'y a pas de méthode de gestion en tant que telle, il y a plutôt un état d'esprit qui doit être véhiculé principalement par les gestionnaires. L'idée, c'est que plus on va apporter de soutien, plus on va gérer avec de l'équité et de la justice, et plus on va obtenir des individus qu'ils entrent dans des logiques d'engagement pour la citoyenneté organisationnelle, simplement parce qu'on est plutôt dans une relation équilibrée et non dans une relation de sujétion. Avez-vous déjà entendu cette métaphore culinaire, à savoir que les vrais leaders se servent en dernier? C'est l'essence même du concept de leadership dévoué, une pratique qui vise à veiller au bien-être et au développement des personnes qui nous entourent. Alors, Robert Greenleaf a été le premier à soutenir que l'essence du leadership, ça consiste essentiellement à prendre soin puis à soutenir le développement de nos collaborateurs, de façon à ce qu'eux aussi puissent faire la même chose autour d'eux, prendre soin des autres, veiller sur leur développement. Selon Greenleaf, c'est les personnes qui sont heurtées par les modes de gestion autoritaires actuels ont précisément la responsabilité de transformer leur indignation en énergie créatrice, en leadership, pour vraiment contribuer à la guérison puis à l'épanouissement humain dans les organisations puis dans la collectivité. Selon lui, il n'existerait pas de paix pour des personnes qui sont appelées à être des leaders servants en dehors de l'action, c'est-à-dire dans le fait de soutenir l'avènement d'un monde qui est plus sain, plus juste, plus beau. Servant leadership is a really compelling area of leadership. Robert Greenleaf's work and research in this area has opened up new insight into the power of care and compassion towards others. In servant leadership, we're really looking more at what others are doing, our coworkers, our colleagues, and how do we move in relation to them. So there's a dimension of relationality that's present. And one gesture that Robert has shared in his work that's very simple is think about when you're walking through a revolving door, for example. And as you walk through it, you have a choice sometimes. Will you hold that door open for someone, or will you walk through it yourself? And just remember those moments when someone held a door open for you. Just the subtle difference of how that felt. When someone is doing that, that's the gesture of servant leadership. That's when we begin to connect with the power of taking care of each other. Alors, un leader dévoué ou un leader servant semble réussir à concilier deux énergies qu'on a tendance à croire opposées, qui sont l'énergie de l'amour et l'énergie du pouvoir. Martin Luther King a une citation superbe à ce propos-là. « Le pouvoir n'est rien d'autre que la capacité à réaliser ses objectifs. Il constitue la force nécessaire pour amener le changement social, politique et économique,
tandis que l'amour est la force qui permet de réconcilier et d'aligner les intérêts des parties. Ces concepts ont longtemps été considérés comme des polarités qui s'opposent. Ainsi, l'amour est-il trop souvent assimilé à l'abandon du pouvoir et le pouvoir au déni de l'amour. Le temps est venu de réaliser que le pouvoir sans amour est inconscient et abusif et que l'amour sans pouvoir est affectif et anémique. En fait, c'est précisément la collusion d'un pouvoir immoral et d'une moralité sans pouvoir qui constitue l'une des pires crises de notre temps. Pour assumer un leadership donc servant ou dévoué, il importe aussi d'apprendre à veiller sur ses propres besoins, veiller au fait de se donner des moments de régénération. Souvent, on a l'impression que de veiller sur les autres, ça implique de se sacrifier et éventuellement, si on se sacrifie trop longtemps, on s'effondre. Alors, ultimement, on perpétue la violence du monde ambiant en se traitant soi-même sans égard. Alors donc, être un leader dévoué, ça présuppose aussi être dévoué vis-à-vis soi, prendre soin de soi, respecter ses limites et d'une certaine manière, veiller sur son intégrité.